et bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau format que j'ai le plaisir de modérer avec Laure et qui va être complètement consacré au cancer du poumon et cette fois dans le parcours du cancer à l'annonce du cancer du poumon. Et donc à côté de moi, vous découvrez, j'ai la joie d'être avec le docteur Chantal de Croisette qui est pneumo-oncologue à Annecy-Genevois et donc qui va nous faire et un point sur le cancer du poumon, mais également sur ses retours d'expérience quant à l'annonce du cancer du poumon. Nous serons également entourés donc de Leslie. Donc Leslie qui est patiente experte au sein de mon réseau cancer du poumon et qui va nous présenter les résultats d'une enquête qui a été menée par ce même réseau. Et puis Ludovic Chenet qui est avec nous sous la belle porte de l'hôpital Tenon et qui est infirmier d'annonce. Donc, il va nous expliquer justement quel est ce rôle. Est-ce que toutes les équipes en France sont dotées d'infirmiers, d'infirmières d'annonce? Et bien sûr, ma co-modératrice Laure. Laure, je te laisse la parole tout de suite. Je vais juste vous dire que je vous rappelle que les questions doivent être posées sur l'onglet questions et non sur l'onglet chat, que nous ne prendrons que des questions d'ordre général et que le docteur Pierre-Édouard de Bureau répondra à vos questions si nécessaire sur cet onglet. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une excellente webconférence et Laure, je te laisse la parole. Bonsoir, donc bienvenue à tous. On est absolument ravis de vous accueillir pour cette webconférence sur l'annonce du cancer du poumon métastatique. Pour vous donner un peu une perspective, donc moi je suis ancienne patiente, je suis la fondatrice de l'association Patients en réseau. Notre premier réseau, c'est mon réseau cancer du sein et qu'on avait créé en 2014, qui s'est pas mal développé. On a travaillé avec un groupe d'associations qui s'appelle le Collectif 1310 sur justement les problématiques particulières du cancer du sein métastatique. Et parmi les travaux qu'on a pu mener, on a mené une enquête sur l'annonce du cancer du sein métastatique qui avait été extrêmement intéressante et qui avait permis d'enrichir, d'améliorer en fait le parcours des patientes et qui continue à enrichir, on va dire, ces réflexions sur l'accueil, l'accompagnement de cette période complexe qu'est l'annonce d'une maladie métastatique. Et avec Leslie et les patients de mon réseau cancer du poumon, on s'est bien sûr rendu compte que c'était un vrai sujet et également qu'il n'y avait pas encore beaucoup de travaux ou d'informations sur ce sujet. Donc, on a lancé ce premier travail que Leslie va vous présenter, qui, on va dire, sont les premiers pas pour peut-être justement initier de nouvelles réflexions et tous ensemble, en fait, réfléchir à comment améliorer les parcours pour les personnes touchées par des cancers du poumon. Donc, très bonne soirée et à toi, Leslie, la parole. Merci Laure et bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ils ne me verront pas non plus, mais c'est pas grave aujourd'hui. Donc, je suis Leslie, alias Lisa, je suis patiente partenaire au sein de Patients en réseau et co-responsable de notre communauté, mon réseau cancer du poumon. Donc, bonsoir Mika. Et comme vous tous, je me rappelle de chaque seconde de l'annonce du tsunami qui allait changer ma vie à tout jamais. Et par exemple, le jour de la radio, de la première radio avec la fameuse tâche, je suis restée dans le cabinet de radiologie jusqu'à la fermeture. Ils allaient m'oublier. J'étais complètement prostrée dans un coin. Et le jour du scanner qui a suivi, pour confirmer cette belle tâche, le radiologue entre deux portes m'a demandé si je fumais et il m'a prédit un cancer facile à traiter. Donc, j'étais contente. On était début août 2016. À l'époque, j'avais 45 ans et non, je n'avais jamais fumé et non, je ne connaissais aucun pneumologue. Donc, voilà, l'aventure démarrait. Et en fait, c'est pour avoir une photographie de l'annonce du cancer du poumon métastatique que nous avons réalisé cette enquête. Et nous allons vous en présenter les résultats ce soir, puis nous allons réfléchir ensemble aux axes d'amélioration possibles pour imaginer une consultation idéale si elle existe. Slide suivante, c'est bon. C'est bon. Slide suivante.
Le caractère métastatique est présent d'emblée chez 2 tiers des patients auxquels on annonce un cancer du poumon. Et pour mieux comprendre les enjeux de ce moment crucial, et dans le but de mieux accompagner l'annonce, mon réseau cancer du poumon a mené l'enquête en interrogeant 201 patients ou patientes atteints d'un cancer du poumon métastatique et 43 soignants. Il s'agit d'un regard croisé, en fait, puisque les patients qui ont répondu à cette enquête n'ont aucun lien avec les médecins interrogés. Slide suivante. Alors, qui étaient les patients qui ont répondu à cette enquête? Concernant les facteurs de risque, on retrouve bien sûr le tabagisme, qu'il soit actif, passif ou ancien. Et nous retrouvons bien le pourcentage et la proportion de 15 à 20% de cancers qui ne sont pas dus au tabac. Alors, dans cette enquête, les patients sont majoritairement suivis dans de grands centres, tels que des centres hospitaliers universitaires ou des centres de lutte contre le cancer. Mais dans la réalité, dans les enquêtes qui sont faites en France, la majorité des patients français sont traités dans de plus petits centres, tels que des centres hospitaliers généraux ou des cliniques privées. Pour la majorité des patients interrogés, la découverte du cancer du poumon a été fortuite dans le cadre d'un bilan pour une autre pathologie ou pour un événement qui ne semblait pas en lien avec le cancer au départ. Mais c'est souvent le symptôme dû à une métastase qui va engendrer la découverte de la tumeur primitive par les examens qu'on va mettre en place. Et dans 1/3 des cas, c'est suite à un examen dédié. Donc là, on cherchait vraiment cette fameuse tâche et nous espérons que cette proportion va augmenter quand le dépistage national sera mis en place. Slide suivante. Concernant les 43 soignants qui ont répondu à l'enquête, ils sont certainement parmi les plus motivés ou concernés par l'accompagnement des patients au sein de leur centre. Et on retrouve ici une spécificité du cancer du poumon puisque les patients qui sont suivis en grande majorité dans les services de pneumologie et beaucoup plus rarement dans des services d'oncologie comme pour les autres cancers. Et cette enquête a également pour but de porter la voix des infirmiers. Slide suivante. Nous allons revenir sur le moment de l'annonce. Donc, la majorité des patients répondants estiment que c'est au moment d'un examen médical, donc le plus souvent la radio ou le scanner, qu'ils ont appris qu'ils avaient un cancer du poumon métastatique. Alors que pour le médecin, c'est plus lorsqu'ils sont sûrs du diagnostic, c'est-à-dire quand ils ont les résultats de la biopsie, qu'ils peuvent organiser alors la consultation d'annonce formelle pour informer le patient du type de son cancer et du traitement qui est envisagé. Et dans la même proportion, donc, il y a 18% des annonces qui sont, elles, faites au cours d'une hospitalisation. Slide suivante. Quel est le ressenti du patient à l'annonce? D'abord, ça va être une surprise, puisqu'il y a 64% qui n'avaient pas du tout pressenti ce caractère métastatique de leur cancer. Et ensuite, c'est la sidération qui se rapproche alors d'une sorte d'état de choc et la peur. Et cela peut se comprendre parce que c'est quand même un cancer qui reste bien stigmatisé et les patients à ce moment-là ont la crainte des traitements lourds et des conséquences éventuelles. Slide suivante. Comment les soignants se préparent à la consultation d'annonce? Donc, on va voir ça, slide suivante. Ils la préparent principalement seuls et s'adaptent beaucoup au rythme du service en ce qui concerne la durée de la consultation et l'accès aux résultats de l'examen qui vont varier d'un centre à l'autre. Slide suivante. Même s'ils ont reçu une formation spécifique au cours de leurs études médicales, ils procèdent beaucoup sur leur expérience, donc de manière peu formalisée. Ils reconnaissent qu'il existe des annonces qui sont plus difficiles que d'autres. Slide suivante. C'est une enquête avec un regard croisé, comme on l'a vu, mais que nous apprend la comparaison des réponses patients-soignants. Slide suivante. Les soignants estiment que la consultation dure plus de 30 minutes, alors que les patients la ressentent souvent comme plus courte. C'est certainement dû au choc que l'on a à ce moment-là. Il y a seuls 52% des patients
se disent avoir bénéficié d'une consultation avec une infirmière dédiée, à distance souvent de la consultation d'annonce, car ce type d'infirmière n'est malheureusement pas présent dans tous les centres que nous avons étudiés. Slide suivante. Quels sont les termes utilisés? Il est surprenant de voir que le terme métastase n'est pas utilisé dans 100% des cas. On peut y voir une certaine prudence dans la communication, mais jusqu'à un certain point, car on retrouve quand même un terme qu'en tant que patient, nous ne souhaitons rarement entendre, c'est celui de maladie incurable, et qu'on le ressent souvent de manière très violente. Slide suivante. Quel est le contenu de la consultation d'annonce? Qu'est-ce qu'on y fait? Donc là, on voit qu'il y a le plan personnalisé de soins, qui est le seul document officiel qui est transmis. Mais les autres différences observées entre les chiffres patients et ceux des soignants suggèrent des différences de prise en charge entre les grands centres des médecins qui ont répondu, des soignants qui ont répondu, et les centres plus petits de la vraie vie. Et on peut aussi, quand on regarde les chiffres de documents papier qui ont pu être remis sur la maladie ou sur le traitement, on peut s'interroger sur un possible effet Covid, puisque pendant 2 ans, il était très difficile d'échanger des papiers au sein des hôpitaux. Et pour pallier avec ces problèmes de distribution, nous pensons aux solutions digitales de suivi du patient, de suivi de sa prise en charge, et aussi de mieux faire connaître les associations de patients. Slide suivante. Donc, quel est le bilan de ces consultations? Slide suivante. La comparaison des taux de satisfaction vis-à-vis de cette annonce montre qu'il existe encore des axes d'amélioration. Donc, ces axes d'amélioration concernent surtout le temps imparti, la quantité d'informations transmises et l'écoute. Slide suivante. Donc là, nous avons aussi posé des questions sur le suivi après l'annonce. Qu'est-ce qui est proposé? Il y a 86% des soignants qui ont répondu et qui rapportent orienter les patients vers les soins oncologiques de support, les soins de support. Et là encore, on peut supposer que la réalité est différente dans les centres plus modestes, puisque seulement 56% des patients disent n'avoir bénéficié, d'aucun soin de support. Slide suivante. Pour les soignants comme pour les patients, c'est la prise en charge psychologique qui semble primordiale. Pour les autres soins de support proposés, ça dépend fortement des centres, si c'est présent ou pas. Mais nous pensons que ça devrait être proposé dès le parcours diagnostique, puis tout au long du parcours de soins à différentes étapes selon le patient. Slide suivante. Les associations de patients peuvent être également très utiles et ces chiffres sont très encourageants. Mais le principal challenge pour les associations de patients, c'est de se faire connaître auprès des médecins pour qu'ils puissent après transmettre l'information auprès de leurs patients. Slide suivante. Parmi les nouveaux outils à disposition des équipes soignantes, il existe les ateliers d'éducation thérapeutique. Ils sont organisés donc au sein des centres, mais de très peu de centres, comme le montrent ces chiffres. Et le plus souvent, le but, c'est de développer l'autonomie du patient dans la prise en charge de sa maladie. Et ces ateliers sont plus développés pour les traitements oraux, puisque le traitement est uniquement à domicile avec moins de soutien des équipes soignantes au jour le jour. L'immunothérapie, elle, est un traitement plus récent, mais qui nécessite de bonnes connaissances de l'apport du patient. Et ces ateliers, nous pensons, sont vraiment à développer, que ce soit en présentiel ou même en digital. Slide suivante. Donc là, à nous de réfléchir, quelle est l'annonce idéale? Slide suivante. Donc là, nous avons demandé aux répondants, que ce soit patients ou soignés, de décrire leur annonce idéale, puis les termes ont été regroupés et classés. Et c'est la demande d'explications et de documents plus clairs à disposition qui se retrouve fortement exprimée ici, que ce soit par les soignants ou par les patients, ainsi que l'empathie et l'écoute. Et nous observons 3 réponses intéressantes de la part des soignants. C'est la demande de plus de temps, plus de disponibilité, sans doute, meilleure coordination avec les examens et aussi plus de soins de support à proposer. En conclusion, pour les patients, nous pensons qu'une annonce devrait être douce et empathique
que la maladie devrait être suivie pour ce qui concerne la maladie et que ça devrait être suivi d'une ouverture vers l'avenir et vers l'espoir avec la mise en place des traitements innovants et l'accès des patients. Donc, je vous remercie pour votre écoute et maintenant, c'est à vous de nous proposer dans le chat, donc dans les questions, des axes d'amélioration pour tendre tous vers une consultation idéale. La discussion est ouverte. Merci beaucoup, Leslie. Alors, moi, j'avais à côté de moi le docteur de Croisette qui prenait plein de notes. Alors, en fait, la consultation d'annonce ne date pas d'hier. C'est quelque chose qui a été mis en place lors du premier plan cancer en 2003. Alors, docteur de Croisette, est-ce que déjà vous pourriez repartir un peu sur les basiques du cancer du poumon et puis après réagir sur les résultats qui nous ont été présentés pour savoir s'il y a des choses qui vous étonnent, qui sont classiques, le ressenti des patients, etc. Et ensuite, on laissera la parole, pareil, à Monsieur Chen qui va nous expliquer justement, lui, pareil, ses ressentis et ses réactions. Merci beaucoup, Oriane. Bonsoir à tous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir. Je voudrais commencer par remercier toutes les personnes présentes, Laure et toute l'association patients, mon réseau cancer du poumon. Je trouve, et je l'ai toujours dit, c'est une fantastique initiative pour nos patients. Dans le cancer du poumon, nous n'avions pas grand-chose. Moi, je suis pneumocancérologue depuis 22 ans déjà. Et voilà, c'est ces dernières années qu'on a vu apparaître des associations de patients que nous n'avions pas quand j'étais plus jeune médecin. Remercier Leslie pour cette présentation extrêmement claire et puis remercier Oriane Noir pour l'organisation et m'avoir avec Laure permis d'être là. Remercier Ludovic Chen aussi pour son éclairage qui va nous apporter et que je propose, Ludovic, que je te donne aussi la parole juste derrière moi sur le rappel du cancer du poumon et du plan cancer, et de ce que sont nos métiers respectifs. Donc moi, je suis donc pneumocancérologue et puis Ludovic va se présenter. Alors, juste vous dire pour vous qui êtes là ce soir avec nous, et merci d'être là, et j'espère qu'on va avoir une discussion très enrichissante parce que nous, en tant que soignants, on a besoin d'avoir votre retour, d'avoir ce type d'enquête pour pouvoir améliorer notre pratique et puis, comment dire, comme l'a dit Leslie et Laure, inventer peut-être une consultation d'annonce, peut-être pas idéale, mais améliorer ce que vous, en tant que patient ou en tant qu'accompagnant de patient, vous avez vécu durant ce moment qui est crucial, qui est l'annonce d'un cancer et qui va bouleverser votre vie. Donc, 2 lignes de rappel du cancer du poumon. Vous savez que c'est un cancer malheureusement qui est extrêmement fréquent en France. Il y a 49 000 exactement en 2017 nouveaux cas en France de cancer du poumon, tous stades confondus. C'est beaucoup, presque 50 000, c'est beaucoup. Il y a des cancers du poumon, il n'y a pas qu'un seul cancer du poumon. Il y a plusieurs types de cellules qui peuvent dégénérer de façon différente. Et on vous a sûrement parlé de cancers non à petites cellules et de cancers à petites cellules. Et dans la grande famille, par exemple, des cancers non à petites cellules, vous avez plusieurs sous-types de cancer du poumon avec ce que j'appelle des cartes d'identité, à savoir des anomalies moléculaires, des caractéristiques qui font que votre traitement va être adapté à vous, à ce que la maladie exprime. Et on a connu ces 15 dernières années une véritable révolution dans le cancer du poumon, dans sa connaissance et dans les thérapies que nous pouvons proposer à nos patients, entre la chimiothérapie, l'immunothérapie, les thérapies ciblées. Tout cela est arrivé au fur et à mesure pour enrichir notre arsenal thérapeutique. Donc, tout ça nous a fait avancer dans la prise en charge de ce cancer et puis nous a donné énormément d'espoir puisque, comme l'a dit Leslie et Laure, c'est un cancer qui peut faire très peur et donc il y a eu énormément d'avancées dans ce domaine ces dernières années.
Donc ça, c'était pour vous dire un peu la carte d'identité un peu de ce cancer dans la sphère de la cancérologie. Je vais laisser Ludovic peut-être parler de son travail à lui, de 2 mots du plan cancer que Oriane a évoqué. Et puis, tous les deux, en tant que professionnels de santé, on va réagir un peu sur les résultats de cette enquête que j'ai trouvée extrêmement intéressante, moi, sur le plan ressenti des patients et puis aussi ressenti des soignants, parce que comme vous l'avez vu, il y a un véritable gap entre ce que ressentent les patients et leurs familles et ce que nous, en tant que soignants, nous avons ressenti sur ce moment qui est l'annonce. Ludovic, je te laisse parler un peu de ton métier et du plan cancer. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, merci de m'avoir invité ce soir. Je remercie Patients en Réseau et puis toutes celles et ceux qui sont là ce soir à nous voir, et puis aussi toutes celles et ceux qui sont justement dans les associations de patients. C'est toujours mobilisateur, en tout cas pour nous soignants, de vous avoir à nos côtés. Donc pour me présenter rapidement, je suis Ludovic Chénet, je suis infirmier référent du dispositif d'annonce au sein du service de pneumologie, oncologie thoracique de l'hôpital Tenon, donc à Paris. Et donc, j'ai en charge les consultations d'annonce et la coordination du parcours de soins des patients qui arrivent dans le service. Avant de détailler un peu plus le contenu de mon activité auprès des patients, peut-être faire un petit rappel historique justement de ce que c'est cette fameuse annonce dont on parle ce soir. En fait, comme ça a été dit par Oriane, faut remonter à 2003 et au premier plan cancer qui a posé les bases de ce qui était un objectif de remobiliser dans la lutte contre le cancer et surtout d'améliorer la prise en charge des patients. C'est ça les 2 objectifs posés à l'initiative de ce plan. Et c'est dans le cadre de ce plan que le dispositif d'annonce du cancer, qui était la mesure 40 de ce plan, se met en place de façon plus formelle pour répondre à une demande. Cette demande, c'est avant tout celle des patients. C'est les états généraux des malades qui a été organisé par la Ligue nationale contre le cancer en 1998, qui a posé ces besoins-là, qui a été une parole collective qui a enfin été entendue, et c'est cette réponse qui arrive quelques années après dans le plan cancer émerge. Donc on a eu une première année d'expérimentation qui s'est faite dans 58 instituts de santé en France, et à l'issue de cette année d'expérimentation, on en a eu des éléments qui ont été très bénéfiques pour les patients, pour les équipes, et à cette issue, on a généraliser ce dispositif d'annonce avec 2 grands principes. C'est que tout patient atteint de cancer ou d'une rechute doit bénéficier de ce dispositif d'annonce, et que le dispositif en tant que tel doit s'appuyer sur de la coordination professionnelle, sur de la communication en direction des patients, mais aussi de leurs proches, et surtout être souple dans sa mise en œuvre pour que ce soit à l'hôpital et au service de s'adapter, et non pas aux patients de s'adapter à l'hôpital. En pratique, du coup, l'amélioration de la prise en charge du cancer, ça passe par l'amélioration de l'annonce du cancer en lui-même. Et donc, c'est la mise en place d'un temps médical d'annonce de la suspicion, d'annonce du diagnostic et de proposition de la stratégie thérapeutique. Un temps soignant qui est dédié à l'écoute, mais aussi à l'identification des besoins des patients. C'est une amélioration de l'information et de l'accès aux soins de support. Et enfin, c'est une articulation avec la médecine de ville, qui est primordiale, notamment dans les prises en charge oncologiques. Donc, le dispositif, ce n'est pas un temps qui est figé en fait dans le parcours de soins, mais c'est une sorte de continuum qui vise à couvrir dorénavant, en tout cas, c'est ce qu'on cherche à atteindre, c'est depuis la suspicion jusqu'à l'après-cancer, en passant par les rechutes ou les changements de stratégie thérapeutique. Et c'est comment est-ce qu'on accompagne avec suffisamment d'informations et d'orientation les patients dans ce cadre-là. À noter également que dans ce premier plan cancer, il y avait également la généralisation des RCP et des réunions de concertation pluridisciplinaires et des programmes personnalisés de soins, les PPS. C'était la mesure 31, et ce qui est aussi un outil
et une avancée dans l'information aux patients et dans la prise en charge pluriprofessionnelle. Donc, c'est donc grâce à la mobilisation des patients avant tout et à leur expression collective que la simple consultation d'annonce qui existait auparavant s'est transformée en un véritable dispositif qui est structurant dans l'entrée dans la maladie. Bien sûr, il y a, comme on a pu le voir avec cette enquête, il y a encore plein de choses à améliorer, mais on a maintenant un outil existant qu'on peut améliorer, qu'on doit améliorer ensemble. Pour conclure rapidement sur cette petite parenthèse historique, donc il y a eu 3 plans cancer, le premier de 2003 à 2007, le second de 2009 à 2013, le troisième de 2014 à 2019. Dorénavant, on est dans une autre étape qui s'appelle la stratégie décennale de lutte contre les cancers qui va de 2021 à 2030. Et là, on tente dans ce nouvel outil de faire coexister avec une même stratégie des mesures d'urgence pour l'accompagnement et le dépistage des cancers et en même temps des mesures de long terme. Voilà un peu pour les éléments de contexte qui peuvent être intéressants pour réfléchir à cette consultation d'annonce parfaite ou ce dispositif d'annonce plus. Concernant moi-même ma fonction au sein du service et auprès des patients, je suis du coup l'infirmier qui, sur demande ou des médecins ou des patients, je viens pour accompagner l'annonce en tant que telle. On dit généralement c'est infirmier ou infirmière d'annonce, on n'annonce pas grand-chose, on n'annonce même rien. Par contre, on va repartir de ce qui a été annoncé par le médecin. On va faire reformuler ce qui a été compris, ce qui a été entendu aussi, pour ensuite construire ensemble les meilleures modalités pour entrer dans un parcours de soins qui est anxiogène, qui passe par de la sidération, par beaucoup de questions qui émergent de soi-même, mais aussi des proches, de l'entourage. Et mon rôle est du coup de rendre ces étapes les plus faciles possibles en donnant de l'information sur les traitements, sur les différentes étapes de soins et sur les différents soins de support pouvant être disponibles sur l'hôpital ou à l'extérieur. On oriente également vers les associations de patients, vers les professionnels qui peuvent être spécifiquement adaptés en fonction du besoin exprimé sur le moment, des besoins qui peuvent aussi évoluer au cours du parcours. Et donc, voilà un peu, de manière un peu générale, ma fonction. Et donc, je vais maintenant relaisser la parole peut-être à l'échange collectif pour qu'on puisse partager sur ces différents vécus de parcours d'annonce. Je vais réagir déjà sur ma sensation globale sur ces résultats d'enquête. La première chose que je me suis dit, c'est qu'il y a vraiment un gap entre ce que le patient ressent et ce que le soignant ressent. Vous l'avez vu tout à l'heure, il y a un gap entre le temps passé. Le docteur a l'impression d'avoir passé plus de temps que ce que a ressenti le patient. Le deuxième gap, c'est qu'il y a une satisfaction que j'ai trouvée dans cette enquête assez moyenne des patients sur la note sur 10 de ce moment crucial qui est la consulte d'annonce. Donc, il y a un véritable gap entre le patient et ce que le médecin a comme sensation sur la durée, la satisfaction et puis la connaissance des associations de patients. Donc, il y a, je crois, beaucoup de travail à faire. De notre côté, puisque au final, le but, c'est que le patient et son entourage soient pleinement satisfaits et que cette note sur 10, elle soit 10 sur 10 au final dans quelques temps. C'est pas tant, j'ai envie de dire, aux soignants d'être satisfaits ou pas de son auto-évaluation, c'est d'avoir, le plus important pour moi, c'est d'avoir le ressenti de ce que mes patients et la famille a ressenti de ce moment. Donc, au final, ce qu'il faut retenir de cette enquête, c'est qu'il y a des axes d'amélioration clairs à faire. On l'a vu, ce qui est important pour les patients, c'est tout ce qui est la prise en charge humaine. L'oncopsychologie est arrivée en premier sur ce que demande le patient. On demande plus d'humanité, plus d'empathie, plus d'écoute, plus de clarté. Et rien que dire ça, je crois que si on le dit à
tous les médecins, à tous les infirmières et les infirmiers d'annonce, c'est déjà le premier message. Les patients demandent plus de temps, plus de clarté, plus d'humanité, plus d'écoute. Donc, regardez cette étude. Ils l'ont fait remonter. Il n'y a pas assez ça. Donc, il faut déjà travailler sur ça. J'ai noté dans mes notes éducation thérapeutique, puisque, comme je vous l'ai dit au début, le panel de traitement devient très complexe, même pour nous, les médecins. Et du coup, je dis souvent aux patients, on a besoin que vous compreniez ce qu'on va faire, parce qu'on a besoin de vous dans le parcours. Et pour que tout se passe bien, j'ai besoin que vous compreniez ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc, il y a éducation thérapeutique et puis donner les moments, les ateliers pour qu'on puisse échanger ensemble sur ça. Et puis, accompagner les patients et leurs familles dans ce parcours. Pas simplement dans la compréhension du traitement, mais dans tous les aspects des soins, ce qu'on appelle des soins de support, c'est-à-dire ce qui accompagne le traitement anticancéreux au final. Donc, j'ai noté plus d'explications, plus d'empathie, plus de bienveillance, plus d'éducation, plus de temps qu'on doit développer pour nos patients. Et puis, j'ai noté un mot que Leslie a dit au début, c'est incurable. Alors ça, c'est un mot que je n'utilise jamais. Je ne sais pas toi, Ludovic, mais je trouve que ce mot est terrible à entendre et puis à dire. Incurable, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on ne peut curer, qu'on ne peut traiter, qu'on ne peut soigner, qu'on ne peut guérir. Non, le cancer du poumon, pour moi aujourd'hui, on le soigne, et Dieu merci, on le soigne avec plein d'armes différentes. Il y a un mot sur lequel nous, cancérologues, nous sommes un peu plus, bien sûr, prudents, c'est le mot guérir. Est-ce que je vais guérir, docteur? Est-ce que je vais guérir? Et là, effectivement, je dis souvent aux patients, écoutez, on va cheminer ensemble, je vais vous soigner, on va faire le chemin ensemble et le mot guérison, on pourra, je l'espère, l'utiliser un moment, mais il me faut un temps de traitement et de recul avec vous et on va cheminer ensemble dans ce parcours. Mais Leslie a raison, le mot incurable, et je ne sais pas ce que tu en penses, Ludovic, mais je trouve qu'il est terrible. Il est terrible et encore une fois, c'est un mot que je n'utilise pas. Voilà. Il faut, parce que ça participe à la sidération, c'est déjà extrêmement compliqué d'avoir cette annonce-là. Donc pour moi, la consulte d'annonce, il y a un autre point qui m'a aussi interpellée dans les résultats, c'est qu'effectivement, quand on est patient et que le radiologue vous dit vous avez une tache au poumon, c'est là pour nous que le diagnostic, l'annonce est faite en tant que patient. J'ai reçu l'annonce de mon cancer quand le radiologue a dit qu'il y avait une tache au poumon. Et en fait, on assimile l'annonce à ce moment où on nous a dit qu'il y avait quelque chose d'anormal. Et du côté docteur, la consulte d'annonce, c'est le moment où la biopsie est révélée au patient. On a pris un petit morceau de la tumeur ou de la métastase et aujourd'hui, je peux vous confirmer que c'est un cancer du poumon, madame ou monsieur. Et pour nous, c'est ça la consultation d'annonce, c'est la confirmation histologique en fait de la biopsie. Et c'est pour ça que dans cette enquête, vous avez un gap entre le temps que l'on a considéré comme le temps d'annonce. Donc voilà, il y a ces points-là qui m'ont interpellée dans l'étude, mais au final, je me suis dit, il y a encore beaucoup de travail à faire pour nous en tant que soignants pour que l'ensemble des patients et de leur famille soient pleinement satisfaits de ce moment qui est crucial dans la vie des uns et des autres. Ludovic, tu voudrais réagir à ce que je viens de dire ? Oui, juste avant peut-être que de passer la parole à Ludovic, j'avais envie de rebondir tout de suite, docteur de Croisette, sur ce que vous venez de dire, parce que c'est vraiment, en tant qu'association de patients, un point extrêmement essentiel et qui nous a interpellés dans les résultats de l'enquête et avec votre éclairage aujourd'hui, qui donne tout de suite à penser qu'il faudrait qu'on informe un peu différemment.
je pense que Leslie sera d'accord pour dire que les très, très nombreux patients sur mon réseau cancer du poumon décrivent, entre guillemets, des annonces un peu chaotiques. Mais c'est aussi parce qu'on réalise que finalement, il y a énormément d'étapes avec finalement une première imagerie, et puis un scanner, et puis une fibroscopie, et puis voilà. Et en fait, on comprend ce soir que tout ça, c'est tout un parcours diagnostique. Et ce que vous appelez la consultation d'annonce, en fait, c'est une consultation de confirmation de la maladie. Quelle est cette maladie et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour la prendre en charge. Du coup, il y a vraiment un travail qui serait très intéressant à faire pour peut-être parler différemment de tout ce parcours diagnostique pour qu'en fait, on ait moins de frustration parce qu'on utilise les bons mots pour décrire ces étapes. Et du coup, je vais bien sûr laisser la parole à la Ludovic pour répondre là-dessus, mais il y avait la question, vous savez, de toutes ces biopsies pour caractériser justement qui prennent du temps. Et du coup, il y a aussi plusieurs annonces. C'est-à-dire qu'on annonce le cancer, mais on va attendre en fait souvent plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour savoir exactement les caractéristiques et quel traitement. Et donc, on voit bien que ça s'étire en fait, et c'est compliqué à vivre pour les patients. Et je pense que ça permettrait de beaucoup mieux préciser finalement ce qui va être fait, dans quel sens, et que tout ça en fait constitue tout un programme d'entrée dans le parcours de traitement. Donc, je trouve ça déjà très passionnant en fait de voir qu'on a pour nous en tout cas des pistes, je pense, assez éclairantes. Ludovic, à vous. Effectivement, donc par rapport à l'enquête et à ce mot incurable, effectivement, c'est pas quelque chose, c'est pas un mot que j'entends rapporté par les patients. C'est pas un mot que j'ai entendu, en tout cas dans mon service, par les médecins avec qui j'ai pu participer aux consultations d'annonces médicales. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on utilise, c'est vraiment pas notre façon d'aborder ni le diagnostic, ni la représentation de la maladie en tant que telle. La différence peut-être de mon côté, c'est que je suis dans un hôpital où on a un centre de diagnostic rapide du poumon. C'est un centre où les patients sont adressés pour des opacités thoraciques par les pneumologues, les médecins de ville, parce qu'il y a eu une première image un peu suspecte. Et donc, par ce biais, on reçoit énormément de patients. Ce n'est pas toujours des cancers, mais dès ce parcours diagnostique, on peut évoquer l'hypothèse de cancer et on essaye d'aborder avec les infirmières de coordination de ce parcours diagnostique ces temps d'annonce, d'examen, comme aussi des temps d'annonce en fait. C'est pas l'annonce, la consultation d'annonce du diagnostic, mais ça fait partie d'une approche globale de ce qui peut être au final une annonce de cancer, et donc tous les attentions sur les besoins spécifiques d'information ou les besoins de soutien psychologique, de diététicienne, d'assistance sociale sont posés, et ça nous permet de sécuriser justement jusqu'au moment où il y aura possiblement cette annonce diagnostique les fragilités qui pourraient s'exprimer d'autant plus. Par rapport à l'enquête aussi, il y a eu dans les éléments qui étaient remontés par les soignants, on avait le besoin de temps, si je me souviens bien, de disponibilité. Et je pense que ça tient aussi à une spécificité du cancer du poumon, c'est les patients sont suivis par des pneumologues, des pneumo-oncologues. C'est souvent des services de pneumologie et on n'est pas dans une prise en charge par l'oncologie médicale. Et il peut aussi du coup y avoir une distinction en termes de moyens humains, financiers, pour ces services qui ne sont pas forcément fléchés comme on l'est dans l'oncologie médicale, avec un accès aux soins de support à plus d'infirmiers ou d'infirmières, d'annonces, de coordination. Et c'est peut-être aussi ça qui joue sur les résultats de cette enquête du côté des patients. Cette distinction oncologie médicale, oncologie thoracique peut peut-être faire que les patients, les 50 000 patients qu'on a par an pour lesquels on a un diagnostic du poumon, peut-être bénéficient moins d'un certain nombre de soins de support ou d'orientation dont ils devraient et pourraient bénéficier. Enfin, par rapport
à au mot utilisé, en tout cas au temps passé, pardon, en termes de consultation avec, entre le temps perçu pardon, par les patients et par les soignants de ce temps de consultation, ça joue, je pense, sur les effectifs, les moyens humains et donc l'adaptation au temps du service et aussi tous les mécanismes internes au moment de ces annonces. Si l'annonce ou le temps d'annonce infirmier est très proche du temps d'annonce médicale, on est encore aussi dans des mécanismes de sidération. On a beaucoup de choses, je pense, qui émergent de cet entretien. On n'a pas forcément toujours non plus le temps de se poser, de reformuler pour soi-même avant même de pouvoir en reparler à un autre soignant. C'est pour ça qu'il faut peut-être aussi réfléchir dans dans ce temps de consultation d'annonce idéale, aussi ces modalités, ces enchaînements et peut-être leur récurrence. Une seule consultation n'est peut-être pas suffisante, justement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, justement, vous évoquiez, Monsieur Chenet, ce parcours rapide du diagnostic. Alors, on est très intéressés. On voudrait en savoir un peu plus et savoir si c'est un service pilote ou si ça existe dans différents centres, s'il vous plaît. Le centre de diagnostic rapide qui existe sur l'hôpital Tenon, en fait, existe déjà depuis 2016. On a été un peu pilote justement sur cette structuration d'un parcours diagnostic qui va permettre d'enchaîner très rapidement et sur une seule journée les examens, c'est les EFR, la fibroscopie, la consultation médicale, le scanner, d'éviter d'avoir de multiples allers-retours entre le domicile et l'hôpital, réduire aussi le nombre de temps d'angoisse et d'attente des résultats des examens et d'avoir une prise en charge aussi plus rapide du cancer si c'est un diagnostic de cancer qui est posé. Oui, c'est pour confirmer ce que tu dis, Ludovic, effectivement, et pour rebondir aussi sur certains commentaires là, du chat, effectivement, l'opacité pulmonaire découverte fortuitement ou pas nécessite très vite un bilan complet pour suspicion de cancer. Et ce type d'initiative est fantastique parce que ça permet d'aller très très vite. C'est ce qu'on appelle, nous, le SOS opacité pulmonaire anormale. Le médecin généraliste doit avoir un numéro de téléphone ou joindre rapidement un pneumologue pour pouvoir enchaîner les examens. Donc ça tend un peu vers le dépistage du cancer du poumon qui est un thème extrêmement en vogue cette année en 2022 parce que l'HAS a pour la première fois cette année dit qu'il fallait tendre vers des initiatives nationales et locales de dépistage du cancer du poumon. Alors vous savez que le dépistage du cancer du poumon de masse, un dépistage de masse n'existe pas encore en France, contrairement au sein ou au côlon, où c'est un dépistage de masse. En pneumologie, depuis plusieurs années déjà, et suite à la publication de décès qui ont démontré l'intérêt d'un dépistage dit ciblé, nous faisions un dépistage ciblé de patients à risque, donc des patients tabagiques, etc. Mais donc, ça ne concernait qu'une tranche de la population particulière avec des facteurs de risque. Donc, l'HAS, cette année, nous pousse, on va dire, à tendre vers cette attitude de dépistage et des initiatives comme ce qui est à Tenon nous permet d'avoir un accès rapide à l'ensemble des examens pour faire le diagnostic d'un cancer du poumon, ou en tout cas d'une suspicion de cancer du poumon. Merci à tous les deux pour ces éclaircissements. Laure, est-ce que tu as une question?
Là, en fait, je voulais rebondir. Il y a beaucoup de choses dans l'onglet questions que vous avez partagé, soit des réflexions, des partages d'expériences, etc. Donc, on va reprendre différentes thématiques tous ensemble au fur et à mesure. Mais pour rebondir et pour l'instant faire écho à cet exemple de parcours diagnostic rapide que vous mettez en place à Tenon, on voit qu'il y a en fait beaucoup de personnes qui, au contraire, ont un premier rendez-vous où on annonce quelque chose avec le radiologue, après le généraliste dit quelque chose d'autre, et puis maintenant c'est l'oncologue. Enfin, en fait, il y a une succession de rendez-vous avec des personnes différentes, avec, entre guillemets, une succession de nouvelles qui sont de plus en plus préoccupantes et angoissantes pour le patient. Dans votre pratique aussi, puisque ça correspond à beaucoup de la réalité finalement du parcours vécu, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit peut-être moins terrible à vivre ces différentes étapes? Et il y a aussi des personnes qui disent typiquement, quand on nous annonce quelque chose le vendredi soir, c'est très dur, parce qu'en fait, on a un examen, par exemple, qui tombe, et puis on va avoir la consultation avec le médecin ou l'infirmier qui explique la semaine d'après. Comment est-ce qu'on pourrait travailler? Est-ce que c'est ça que vous appeliez dans l'enquête du côté soignant, améliorer, entre guillemets, cette coordination des examens et des consultations? Comment est-ce qu'on pourrait penser ça? Déjà, je crois qu'il faut beaucoup de sincérité de la part du médecin quand il reçoit le patient avec une suspicion de cancer. Moi, très rapidement, j'utilise le mot cancer, suspicion de cancer. Les gens, nous tous, la population, on n'est pas bête. Enfin, je veux dire, si on est là devant le pneumologue avec le médecin généraliste a fait une radio pulmonaire et qu'il y a quelque chose, moi, je mets les mots avec, bien sûr, beaucoup comment dire, en prenant le temps, mais je suis très sincère, je crois qu'il faut être extrêmement sincère avec le patient et très transparent en disant, voilà, regardez, je vous montre, il y a ça, j'ai 2 hypothèses de diagnostic. Je vais tout faire pour savoir si ça, c'est du cancer ou une pneumonie. D'accord? Donc, le mot cancer est dit assez vite parce que si on commence à mettre pas mettre les mots, voilà, les gens, ils se disent, mais il y a une attitude un peu fuyante qui peut blesser, qui peut être terrible. Après, l'annonce d'un cancer, l'INCa nous dit, il faut effectivement essayer de ne pas le faire entre 2 portes en 5 minutes parce que le téléphone n'arrête pas de sonner et qu'on n'a pas le temps. C'est un vrai temps que le docteur doit s'astreindre à poser, rien que sur le plan humain, j'ai envie de dire, hein, sur voilà, l'humanité du moment. Et puis, pas un vendredi soir à 18h, comme ça, alors que le patient est tout seul, on n'a pas prévenu la famille pour qu'elle soit présente si le patient le désire. Enfin, je pense que là, il y a effectivement, comme vous le dites, Laure, il y a beaucoup de choses à... Mais ça relève des sciences humaines, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas de la science mathématique qui nous est enseignée à la faculté de médecine, ça relève de sciences humaines et je pense qu'il y a, pour moi, avec les études de médecine que j'ai faites, il y a un vrai travail à améliorer sur cette partie des sciences humaines dans nos études médicales, mais c'est de mieux en mieux. D'après ce que j'ai compris de mes étudiants, il y a des modules, mais effectivement, il y a toute cette partie-là qui est clairement améliorée. L'INCa émet des recommandations, mais il y a toujours, vous savez, un gap entre ce qu'on préconise de faire et puis la réalité du terrain, malheureusement. Et ce type d'enquête nous fait remonter la réalité du terrain. Donc oui, plus de, on va dire, de transparence, de sincérité, d'explication, d'humanité, hein, j'ai envie de dire, pour que ce moment-là de confirmation déjà du résultat du cancer, hein, de la biopsie, et puis comme Ludovic l'expliquait, ce cheminement qu'on a dans tout le parcours. Alors moi, je suis pneumologue, hein, c'est-à-dire que la particularité du cancer du poumon, c'est qu'il est pris en charge par les pneumocancérologues. Donc, nous sommes pneumologues d'abord, et puis on s'est surspécialisé pour faire du cancer. Mais
l'opacité pulmonaire anormale, elle arrive dans notre cabinet de consultation. Et donc, avant de dire à mon patient qu'il a un cancer du poumon confirmé sur la biopsie, je l'ai déjà vu deux fois ou 3 fois, parce qu'en fait, je l'ai vu la première fois avec juste un scanner anormal, et puis je vais lui préparer tous les examens. On va donc avec ce que j'appelle la feuille de route, donc avec les examens qu'on va faire et pourquoi. Et puis, nous allons nous revoir. Donc, il sort de ce premier rendez-vous avec un rendez-vous avec moi, un deuxième, avec pour les résultats des examens. En tout cas, partiellement ou totalement, mais en tout cas, il faut le revoir assez vite. Je le revois assez vite. Mais ça, c'est sous-tendu par la rapidité d'obtention de ces examens, qui peut varier d'une région et d'un hôpital à l'autre. Donc, votre docteur peut sûrement vouloir faire tout en un jour ou en une semaine, mais des fois, il ne peut pas parce que l'IRM n'est pas accessible avant 15 jours, la fibroscopie n'est pas accessible avant une semaine. Donc, il est dépendant aussi des autres spécialités pour les examens. Et donc, ce que je fais, c'est que j'établis tout de suite une feuille de route et je dis, voilà, nous allons nous revoir dans 10 jours. Je sais que dans ma région, c'est 10 jours pour faire ça. Donc, on se revoit ce jour-là, que tout soit fait ou pas, mais en tout cas, nous allons nous revoir une première fois. Et puis ensuite, on va voir déjà les premiers résultats. J'aurais déjà organisé les biopsies ou pas d'ailleurs. Et puis si la biopsie n'est pas encore là, on va se revoir une deuxième fois. Donc, on a déjà beaucoup parlé avant que la confirmation du cancer est faite sur le papier avec le résultat de la biopsie. Et donc, c'est un vrai cheminement. L'INCa nous dit il faut que ce cheminement, idéalement, soit dans le mois, entre la suspicion et la confirmation histologique de la biopsie. Idéalement, si on peut tout faire, les scanners, les IRM, les PET scanners, les fibroscopies, etc., les ponctions sous scanner, en un mois, ce serait déjà bien. Après, à l'échelle d'une vie de quelqu'un qui a quelque chose d'anormal en nous, on se dit, mais un mois, c'est énorme, énorme à vivre. Et donc, dans cette période-là, et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, c'est Leslie qui l'a dit, il faut que l'accompagnement psychologique, on va dire, soit le plus précoce possible. Là, au moment où la première consultation de l'opacité anormale. Et c'est là qu'il faut qu'on dise, voilà, je voudrais vous accompagner, on va tout organiser. Mais sachez que je peux vous proposer ça, pour vous accompagner dans ce parcours du mois qui va être devant nous en termes d'aide psychologique. Vous allez revenir voir mon infirmier de consultation, mon infirmier de pratique avancée. C'est des postes un peu particuliers d'infirmier. Et il va vous revoir dans une semaine, si vous le désirez. Voilà. Mais on ne va pas vous lâcher dans la nature comme ça. Pour moi, ce serait, voilà, on parlait de consulte d'annonce idéale. Pour moi, ce serait l'idéal. Je viens de vous voir. Et bien, si vous le désirez, demain, on va laisser décanter les choses. Vous revenez à l'hôpital et Ludovic va vous voir demain. Voilà. Les RCP, donc les réunions de concertation pluridisciplinaire, c'est quand on a des résultats d'examen, d'histologie, etc. C'est un moment d'échange, de discussion où on voit avec les différents médecins, chirurgiens, radiothérapeutes, oncopneumologues. Et c'est là qu'on échange, qu'on discute collectivement de la meilleure stratégie thérapeutique à proposer aux patients. On a effectivement à côté, je parlais des PPS, donc le programme personnalisé de soins. Ça, c'est un outil qui émerge effectivement pareil du plan cancer. Et ça, c'est un peu comme la feuille de route et qui réunit l'ensemble des éléments qui seront utiles et nécessaires pour le patient. Et c'est un document qui est pour lui, qu'il peut montrer et aux autres professionnels de santé qui l'accompagnent. On va normalement y retrouver les coordonnées de son médecin référent, de son oncologue, les différents acteurs du soin qui l'accompagnent, tabacologue, diététicienne, infirmier d'annonce, de coordination. On a le diagnostic qui est posé, la date de découverte et la stratégie thérapeutique choisie avec les différentes dates qui l'attendent. Ça peut être
la pose de la chambre implantable, le scanner de centrage s'il va y avoir de la radiothérapie, les dates des différentes cures de chimiothérapie. Et on y retrouve également, très important, les contacts des soins de support et des associations. Et c'est là qu'on retrouve Patients en réseau, la Ligue contre le cancer et tous les outils qui ne sont pas forcément présents à l'hôpital, mais que l'hôpital et les équipes peuvent mettre entre les mains des patients. Ce PPS, il peut être formalisé sur un document unique suivant les centres hospitaliers, il peut prendre différentes formes. L'important, c'est que l'ensemble des éléments utiles pour la prise en charge, on va dire médicale, mais aussi en termes de prise en charge de la qualité de vie au quotidien, soient présentes. Alors moi, je voulais revenir, merci beaucoup, sur en fait finalement le lien avec les premiers soins de support et donc probablement à la fois cet accueil que vous allez faire en tant qu'équipe pour ce patient qui va démarrer, enfin qui apprend sa maladie. Et donc, ce qu'on a compris, tous ces temps, alors soit très structurés comme attenons, soit plus dans le temps avec plusieurs rendez-vous possibles, ou en tout cas, on va laisser un fil pour pas se sentir tout seul, abandonné, à angoisser, mais plutôt se dire que par étapes, on va pouvoir avancer pour mieux comprendre quelle est cette fameuse maladie. Et donc, on voit bien que le soutien psychologique, c'est probablement la première clé. Il y a d'ailleurs Mika qui partage son expérience où lui, donc, sa maladie a été découverte en hospitalisation d'urgence, en fait. Et visiblement, donc, il y a eu une première visite d'une personne psychologue pour, entre guillemets, prendre la température avant l'annonce. Enfin, en tout cas, une préoccupation de voir finalement quelle était... comment ça allait aussi à ce niveau-là, et du coup, une prise en charge. Et la question que je voulais amener, c'est pour vous, justement, dans cette période d'annonce, comment vous êtes outillés en termes de soins de support, comment vous les priorisez? On a eu une webconférence, on pourra remettre le replay, qui était sur l'intérêt finalement du sevrage du tabac quand on était touché par un cancer du poumon, et aussi de ce qu'on appelle les programmes de réhabilitation, c'est-à-dire des personnes à qui on va proposer finalement de prendre soin d'elles, d'être accompagnées par différents soins de support avant qu'on les soigne, entre guillemets, pour leur maladie. Donc, toute cette évaluation des besoins de la personne au-delà du diagnostic de maladie, comment elle se réalise chez vous? Quelle est votre expérience? Enfin, comment on met en place ces différents éléments-là? Alors, il y a deux niveaux de réponse. Le premier, c'est qu'idéalement, chaque équipe soignante, chaque médecin, on rêve d'avoir une équipe de soins de support qui soit complète et bien étoffée. À savoir les infirmiers de pratique avancée, les infirmiers de consultation, les infirmiers d'annonce, ce qu'on appelait les infirmiers d'annonce, les psychologues, l'assistante sociale, la socio-esthéticienne. Donc, il y a énormément de personnels soignants, paramédicaux qu'on aimerait avoir pour avoir ces soins de support qu'on va proposer à nos patients. Il y a, comme vous le savez, des problèmes de personnel dans tous les hôpitaux, dans toutes les cliniques, et donc tout dépend des capacités des centres qui prennent en charge les malades. Et c'est pas forcément une histoire de volonté, mais c'est une histoire de moyens humains. Est-ce qu'on a assez de personnel? Et ça, malheureusement, ça peut être un frein, parce que voilà, il n'y a pas d'infirmier d'annonce partout ou disponible pour l'ensemble des médecins, parce qu'il est tout seul pour beaucoup de médecins en même temps. Mais idéalement, oui, il faudrait déployer, on va dire, cette équipe de soins de support de façon à la carte pour le patient, parce que tous les patients n'ont pas forcément besoin de tout. Certains vont avoir juste besoin d'une consultation avec l'infirmier d'annonce et ils n'ont pas forcément besoin de rencontrer le psychologue
immédiatement parce qu'ils se sont déjà très entourés. Et puis d'autres qui vont avoir besoin du psychologue, de l'infirmier, de l'assistante sociale parce que tout ça est trop compliqué, il y a trop de choses à gérer. Donc, à mes yeux, il faut essayer de le déployer le plus tôt possible dans le cheminement de soins et à la carte. Mais ça signifie que derrière, on ait les moyens de le proposer. Voilà. Alors justement, moi, ça me fait rebondir sur quelque chose. Alors, j'ai vu une remarque sur les soins oncologiques de support. Donc, les soins oncologiques de support sous vraiment le regard médical, il s'agit de tous les soins oncologiques complémentaires. Absolument. Au traitement de l'oncologue ou du pneumo-oncologue. Et vous retrouverez la liste, parce que justement, là, on nous demandait la liste de ces soins qui sont reconnus. Oui. L'INCa a publié la liste de ces soins qui sont reconnus comme des soins complémentaires. Donc, Guillaume va mettre le lien sur le chat et vous pourrez retrouver l'ensemble de ces soins qui sont reconnus comme des soins complémentaires. Alors, la deuxième question, c'était sur le maillage territorial. On a eu des questions sur pourquoi toutes les équipes ne sont pas dotées d'infirmiers, d'infirmières d'annonce. Idem pour les soins oncologiques de support. Si jamais on n'en a pas au sein de notre établissement, est-ce que les associations, Laure aussi, c'est une question pour toi, est-ce que vous pouvez être un relais? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou est-ce que c'est une piste de réflexion? Voilà. Alors, sur le plan du personnel, on va dire soignant, malheureusement, c'est ce que je disais, c'est que nos structures de soins manquent de personnel soignant. Donc, nous aimerions tellement avoir tous ces professionnels de santé, de soins, de support, que sont les nutritionnistes, donc tout le côté, on parlait des psychologues, mais il y a aussi les diététiciens, voilà, les diététiciennes et diététiciens, voilà. On manque clairement de personnel pour développer ces soins de support. Et alors, quand on n'a pas, en fait, souvent, le médecin ou l'infirmier va se substituer un peu à ce professionnel dont on ne dispose pas. Donc, on va essayer de faire ce qu'on peut sur ce créneau-là. Voilà. Merci beaucoup. On peut, pour rebondir en tant qu'association de patients, donc très clairement sur mon réseau cancer du poumon, on a vraiment à cœur à la fois de faciliter l'échange entre patients parce que et entre proches. C'est très important de savoir qu'il y a deux espaces, l'un pour les patients, l'un pour les proches, qui permet en fait de partager, de retrouver de l'information, de se soutenir, de se sentir compris dans ce qu'on vit. Au-delà de cet échange, on cherche à faire circuler de l'information. Et cette information, elle peut être pour mieux comprendre la maladie et les traitements, j'allais dire en général, bien entendu, mais aussi mieux y faire face. Donc, on va parler de ces fameux soins de support et aider à les découvrir, dire qu'on peut en trouver certains dans son centre de soins, que certains peuvent être aussi proposés en ville par des associations de patients, par exemple, qui en proposent ou des établissements spécialisés là-dedans. Et puis, se sont développés, alors, et ça c'est accentué avec l'expérience de l'épidémie de Covid, des propositions digitales également, donc des webconférences comme on fait ce soir, qui permettent quand même aussi de faciliter la circulation de l'information. Mais il y a sur ce format-là, il peut y avoir des ateliers, donc il y a même de l'activité physique adaptée, il y a différentes propositions qui sont faites, donc c'est pas la même chose. Alors typiquement pour la socio-esthétique, il y a même des propositions aujourd'hui d'ateliers socio-esthétiques à distance. Vous recevez, on va dire, les produits et puis vous avez un cours dédié pour apprendre à prendre soin de vous, apprendre à faire différentes choses. Mais évidemment, l'idéal, c'est toujours d'avoir dans son centre ou tout près de chez soi vraiment un accueil humain et c'est évidemment l'idéal. Nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'on observe, et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que mon réseau cancer du poumon et les autres associations qui se développent dans le cancer du poumon, et c'est très bien, portent la voix de ces patients et de leurs besoins, parce qu'on voit aussi des différences importantes entre cancers. Pour vous donner un exemple concret, il y a beaucoup plus de choses faites pour les patientes qui ont un cancer du sein
en termes de soins de support que pour les patients, par exemple, qui ont un cancer du poumon. Et ça s'explique pourquoi. Parce qu'en fait, il y a des gens qui nous disent, c'est dingue, moi j'étais en chimio avec mon cancer du poumon, j'ai pas eu le droit au massage et à la manucure et au machin, parce que j'avais pas le bon cancer, entre guillemets. C'est assez choquant quand vous êtes malade et que vous avez une maladie voilà, qui est très préoccupante aussi. Et en fait, ça s'explique parce que parfois, les soins de support, ils vont être financés par des mécènes qui adressent, entre guillemets, leur financement à des actions, par exemple, de soutien au cancer du sein. Et c'est pour rebondir aussi sur le fait qu'il faut qu'on parle plus tous ensemble de ce cancer, parce que s'il y a ça pour le cancer du sein, c'est parce qu'il y a Octobre Rose. Il faut que le mois de sensibilisation au cancer du poumon, qui est le mois de novembre, alors qui est un peu déjà pris par plein d'autres choses, et qu'on parle du mois sans tabac, c'est très bien, mais aussi de la sensibilisation au cancer du poumon, aux besoins de ces patients, aux besoins de soins de support peut-être spécifiques, en tout cas qu'en pneumo-onco, on trouve de ces moyens que vous avez un peu moins qu'ailleurs, et c'est très flagrant, on s'en rend compte. Donc peut-être tous ensemble, on aide à ce qu'il y ait plus de financement pour ces malades, parce que ce qu'on peut aussi dire de très encourageant, c'est que même si cette annonce est très difficile et on voit combien elle est très lourde à vivre pour les patients et pour les proches, on observe aussi tous ces grands progrès qui sont faits, avec énormément de nouvelles stratégies thérapeutiques, donc des patients qui vivent parfois, qui vont beaucoup mieux après, vraiment, hein, enfin, il y a des personnes qui décrivent être vraiment pas bien du tout, et puis après plusieurs mois, années de traitement, qui retrouvent, entre guillemets, une vie pleine, entière, active, qui est formidable. Et donc, dans ces cas-là, il faut pouvoir retrouver sa place dans la société, pouvoir être accompagné, pouvoir aussi économiquement vivre. Enfin, il y a toutes des nouvelles préoccupations qui arrivent, et c'est tant mieux. Donc, je pense il y a beaucoup à faire. Je pense qu'en parlant de tous ces besoins, on aidera, j'espère, vos équipes à être mieux outillées, mieux soutenues par différents partenaires, j'espère. Je suis absolument d'accord. Sur le plan médiatique, on va parler de ça, on ne fait pas assez de communication autour de ce cancer, qui est extrêmement fréquent, qui peut être grave et qui touche de plus en plus de monde, y compris, j'ai vu des messages passer, des patients non fumeurs, et de plus en plus jeunes. Alors, moi, je voulais juste rajouter un petit élément justement sur ces soins de support. C'est aussi une évaluation collective, c'est-à-dire que l'œil du médecin, de l'infirmier, de l'aide-soignante, c'est aussi des outils pour, entre nous, collectivement, on se dit, ah oui, là, il faut peut-être proposer, insister plus, parce que des soins de support qui peuvent être proposés à un moment et refusés peuvent en fait avoir totalement leur place un peu plus tard. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas hésiter, je pense, du côté des patients à ressolliciter. Il n'y aura jamais de faute ou d'erreur à dire j'avais dit non et maintenant je dis oui. Vraiment, c'est important de pouvoir y avoir accès. Et surtout, je pense notamment au soutien psychologique, c'est aussi accompagner les proches, les aidants, les conjoints, conjointes, parfois les enfants. Du coup, nos psychologues aussi, si elles accompagnent déjà la patiente, c'est une de ses collègues qui accompagnera son époux. En tout cas, on trouve les modalités justement pour essayer en tout cas de ces personnes au bord de la route, justement, parce que ces soins de support, c'est pour les patients, les proches, c'est aussi l'accompagnement des fois à la qualité de vie sexuelle. C'est des choses dont on ne parle pas ou très peu aussi, alors que si on essaie de maintenir une qualité de vie et la vie le plus longtemps et la meilleure possible, c'est aussi pour que le toucher du corps ne soit pas que pour des soins, par exemple. Et toutes ces choses-là doivent pouvoir exister dans l'échange avec les médecins, les soignants. Et c'est un effort, je pense, collectif, mais aussi beaucoup des soignants de créer de l'espace pour pouvoir vraiment apporter les soins de support là où ils sont nécessaires. Mais écoutez, c'est super. On a plein d'idées d'émissions avec Laure. Donc, alors justement, moi, ma question que j'allais vous poser, et c'est bien normal, on a parlé, et c'est très intéressant parce que justement, on a parlé du patient, mais du patient en tant qu'être et pas que malade. Et c'est ça aussi les soins de support, c'est pas s'intéresser qu'à la maladie, mais c'est s'intéresser à l'intégralité de la personne. Donc ça, c'est
c'est vraiment bien. On a aussi parlé de renommer les choses. Donc, il y avait un parcours qu'on appelait un parcours diagnostique, mais l'annonce était un temps T qui était bien identifié, alors qui était bien identifié pour vous, qui était formé, mais pas forcément pour les patients. Et ça, c'est également quelque chose qu'il faut clarifier et que j'espère on a bien clarifié. Moi, il y avait un mot que j'avais entendu et que vous avez cité, c'est les aidants. Et on a vu sur le chat des gens qui nous ont dit « mon mari, on lui a annoncé, etc. » Aujourd'hui, quelle est l'annonce? Parce qu'on s'intéresse beaucoup aux patients, ce qui est normal, c'est un tsunami, mais ce tsunami, il va toucher le patient et il va toucher ses proches. Donc aujourd'hui, l'annonce pour un proche, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qui est mis en place? Comment vous gérez cette annonce? L'annonce, souvent, alors, au moment où on va confirmer au patient qu'il a un cancer du poumon parce que la biopsie le confirme de façon certaine, très souvent, je trouve dans le cancer du poumon, le patient ne vient pas seul. Ça, c'est lié à la moyenne d'âge de nos patients. Déjà, c'est 65 ans. Les gens sont en moyenne à la retraite, c'est la majorité. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on a malheureusement de plus en plus de jeunes patients non-fumeurs. Ça, c'est l'évolution épidémiologique un peu de ce cancer. Mais la grande majorité ont plus de 60 ans et souvent, ils viennent accompagnés. Ils viennent accompagnés du conjoint ou d'un enfant. Et donc, du coup, l'aidant reçoit l'annonce de ce cancer en même temps que le patient. Et moi, souvent, je demande à ce que le patient, si ça ne le dérange pas, puisque je l'ai déjà vu une ou deux fois au minimum avant le résultat de la biopsie, je lui dis, est-ce que le jour du résultat de la biopsie, ça vous embête de venir accompagner ou pas? J'aime beaucoup que mes patients soient accompagnés, parce que c'est un tel moment d'importance, on le dit depuis 1 heure maintenant, que j'aime bien qu'il y ait plusieurs paires d'oreilles. Parce que quand ce patient va partir de mon bureau, là, en partant, il y a eu tellement d'informations, il y a eu une telle sidération, etc. S'il n'est pas tout seul, il y a de la reformulation qui se fait immédiatement dans la voiture, en repartant sur le chemin. Voilà. Et je trouve que ça fait partie déjà de l'accompagnement, de dire à mon patient, essayez de venir pas tout seul, s'il vous plaît. Est-ce que ça vous embête ou vous voulez venir seul? Alors, c'est très rare que le patient me réponde « je viendrai tout seul, je ne veux pas que ma femme vienne ou que mon mari vienne ». Ils viennent souvent accompagnés et je trouve ça bien parce que sur ce chemin qui rentre à la maison, il y a déjà un temps de débriefing. Et puis, moi, je suis un docteur qui écrit beaucoup. J'écris tout ce que je dis, souvent, et le patient repart avec une feuille où, en plus du plan personnalisé de soins, toutes ces choses formalisées, les brochures, il y a des choses que j'ai écrites. Et avec ce que j'appelle le plan d'attaque, le plan de route, le plan ce qu'on va faire là, dans les semaines qui viennent. Et donc, je leur dis, voilà, une fois que vous serez chez vous, avec vos enfants qui vont venir vous voir sûrement ce soir, et voilà, vous serez content d'avoir mon écriture pas très belle, mais en tout cas, il y a petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Et ça va être ce qu'on va faire dans les semaines qui vont venir. Et voilà, je suis à disposition de vos enfants, au téléphone ou en présence dans mon bureau pour leur reformuler à eux aussi ce que je viens de vous expliquer. Voilà, ça c'est pour les aidants. Je trouve qu'ils ont une place primordiale. Du coup, j'avais envie de rebondir là-dessus. C'est formidable d'avoir cette chose qui est écrite pour la personne exactement sur ce qui se passe sur sa maladie. C'était aussi pour souligner le fait que dans le cadre justement de l'amélioration de l'information et d'avoir des documents qu'on peut avoir à la maison pour revoir ça avec ses proches, essayer de comprendre. Il y a des petits livrets qui se développent un petit peu, on en relaie sur nos réseaux, ils sont co-construits avec des équipes soignantes formidables aussi.
Et donc, là aussi, on refera des posts sur mon réseau cancer du poumon pour remettre en valeur ces brochures qui permettent de retrouver en fait différents types de cancer du poumon et qui réexpliquent un peu tout ça, souvent bien écrit, bien joli. Et c'est l'occasion parfois de reprendre pour soi-même ou d'avoir un support aussi pour échanger avec ses proches, parce que c'est pas toujours simple. Une fois qu'on a quitté votre bureau, on a pensé avoir tout compris. Il y a quand même plein de mots compliqués et c'est pas si facile. Voilà. Alors, le temps file, je crois, Oriane. Je ne sais pas si tu veux… Oui, alors en fait, on s'était dit que c'était très intéressant d'avoir ces résultats et d'avoir le ressenti, justement, et qu'on profiterait des dernières minutes pour faire la consultation optimale. Donc, d'avoir vos idées, comment changer les choses. Donc, on a vu déjà cette to-do list de l'aidant ou ce plan d'attaque qui peut être une idée. Donc, n'hésitez pas, peut-être que ça sera plus l'occasion, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions, du questionnaire que vous recevrez à la suite. Donc, vous allez recevoir un mail et surtout, dans les suggestions, s'il vous plaît, pour une fois, si vous pouvez vraiment nous dire, alors si c'est pas trop douloureux, mais quand je suis rentrée chez moi ou quelques semaines après, voilà ce que j'ai ressenti et voilà ce dont j'aurais eu besoin, voilà où j'ai cherché des informations et ce qui m'aurait manqué. Je pense que pour Laure, ça va être une mine d'informations et même pour vous, très importante. Et puis alors, je voulais quand même dire aujourd'hui merci à ce duo de choc, notamment cette journée internationale des infirmiers et infirmières. Donc, merci beaucoup d'être là, qui est entouré des patients, même si on a senti que parfois vous vous disiez on pourrait faire mieux. Je pense que c'est déjà le travail est quand même super et je pense que j'ai vu des choses qui disaient que l'annonce est un tsunami, mais que la prise en charge était quand même très humaine. Donc, voilà. Laure, est-ce que toi, tu as, après je parlerai d'un autre sujet, mais est-ce que tu as une conclusion à faire ? Moi, sincèrement, je voudrais vous dire merci pour ce temps d'échange. Merci à Leslie pour avoir partagé ces résultats. Nous aussi, on publiera sur mon réseau cancer du poumon et ça sera disponible l'infographie, si vous voulez la retrouver, la partager. Je crois qu'elle sera aussi diffusée par notre partenaire Pfizer qui avait soutenu le fait de faire cette enquête et on les remercie parce que là aussi, c'est important. Et du coup, je pense qu'avec ce travail, ces échanges de ce soir, ça a donné encore une autre dimension à cette enquête, d'autres façons d'appréhender ces résultats, des précautions de lecture, mais aussi des idées nouvelles, vos partages d'expérience. Et je trouve que c'est une très bonne idée de répondre à ce petit questionnaire avec vos suggestions. Et bien entendu, nous, on aura plaisir à revenir vers les soignants, vers les équipes, pour vous dire en fait ce qui en est ressorti. Pour continuer à avancer tous ensemble. Et puis, on vous souhaite une très, très bonne soirée. Alors, j'ai juste un petit mot pour finir. Alors, je ne sais pas, est-ce que Ludovic, Leslie ou Chantal Non, quelque chose parfait. Donc, alors, déjà, oui, Ludovic, justement dans vos services, dans vos prises en charge, vous recevez ces petits questionnaires de satisfaction, de comment s'est passée la consultation, votre prise en charge. Je sais que c'est long, c'est rébarbatif, mais n'hésitez pas à répondre parce que pour nous, soignants, pour les équipes, tout ce que vous pouvez nous apporter pour nous aider à améliorer, à corriger des fois des choses, les petits cailloux qui peuvent se glisser dans nos prises en charge, c'est précieux comme cette enquête pour justement essayer d'améliorer ensemble ce qui peut l'être. Merci beaucoup, Ludovic. Alors déjà, j'ai commencé l'intro en disant première fois qu'on fait une émission, une webconférence vraiment dédiée aux poumons. Je vois qu'on n'a pas répondu à peut-être 1/10 des questions, donc ça veut dire que c'est important que les émissions qui sont dédiées à une pathologie sont fondamentales parce que chaque indication est différente. Donc, je pense que ça va être une piste de réflexion avec Laure. Et je voulais surtout m'excuser pour tous ceux à qui nous n'avions pas répondu. Le deuxième point est bien sûr ce questionnaire qui va être précieux, que vous allez recevoir. Et si vous pouvez nous dire
quelle serait la consultation optimale, parce que idéal, comme l'a dit Leslie dans le questionnaire, il n'y a pas d'annonce idéale, mais peut-être optimale ou je ne trouve même pas le terme. Donc voilà, merci infiniment pour votre présence.